À 41 ans, Laura Smith brise enfin le silence. Le testament de Johnny Hallyday a effacé son nom d'une simple ligne glaciale. Au milieu des funérailles nationales et de sa douleur intime, la première vérité surgit. Mais ce n'était que le début du cauchemar. Avant que l'explosion n'emporte toute la famille Hallyday, il y avait une histoire plus silencieuse, presque invisible, faite de gestes retenus, de malentendus étouffés et de blessures anciennes que personne n'avait vraiment voulu regarder en face. Pour comprendre ce qui allait suivre, il faut revenir bien avant le testament, bien avant les tribunaux, à ces années où tout semblait encore tenir debout. Laura a grandi dans une lumière instable, celle que projettent les pères trop grands, trop aimés, trop absents. Johnny était un mythe avant d'être un père. Un homme constamment happé par la scène, par les tournées, par les foules qui criaient son nom et l'arrachaient aux bras de ceux qui l'attendaient à la maison. Avec Laura, la relation était faite de tendresse réelle mais discontinue, d'apparitions soudaines et de silences trop longs. Elle l'adorait, et pourtant, elle devait apprendre chaque jour à vivre avec ce manque qui ne disait jamais son nom. Puis Laetitia est entrée dans la vie de Johnny, et tout a changé, doucement d'abord, puis radicalement. Pour le grand public, elle incarnait la stabilité, la douceur, la femme qui avait apaisé la légende. Elle souriait toujours, parlait avec prudence, protégeait Johnny comme un trésor fragile. Dans les médias, elle était l'épouse parfaite, la compagne dévouée qui veillait sur la star et ses deux petites filles adoptées. Mais derrière cette image maîtrisée, la dynamique familiale se transformait, subtilement. Les repas devenaient plus rares. Les conversations se faisaient plus formelles. Laura et David sentaient une distance nouvelle, quelque chose de presque imperceptible au début. Un regard esquivé, une invitation oubliée, une phrase polie mais glaciale. Rien de suffisamment brutal pour provoquer un scandale, mais assez pour que le malaise s'installe. Comme si une frontière invisible s'était progressivement dessinée entre les enfants de la première vie de Johnny et la famille recomposée qu'il avait bâtie avec Laetitia. Dans les studios, sur les plateaux TV, Johnny parlait d'unité, d'amour, de tribu soudée. Mais derrière la porte close de certaines maisons, les tensions murmuraient autrement. Laetitia gérait tout, les déplacements, les appels, l'emploi du temps, les accès à Johnny. Une organisation efficace, disait-on. Une prise de contrôle, pensaient certains. Pour Laura, ce n'était pas une guerre, juste une sensation persistante d'être tenue à distance, comme une invitée dans sa propre histoire. Les signes s'accumulaient. Des projets familiaux dont elle n'entendait parler qu'après coup. Des décisions prises sans qu'elle soit consultée. Des messages restés sans réponse. Rien de spectaculaire, rien de scandaleux, juste une succession de petites fissures qui, mises bout à bout, dessinaient une fracture profonde. Laura continuait d'aimer son père, d'essayer de comprendre, de s'adapter. Elle respectait Laetitia, ou du moins, elle essayait. Mais elle sentait que quelque chose glissait entre ses doigts, quelque chose qu'elle ne parvenait plus à retenir. Le public, lui, ne voyait rien. Pour les Français, la famille Hallyday restait un clan solaire, une vitrine parfaite de glamour et de modernité. Les sourires sur les tapis rouges masquaient les distances réelles, les photos de vacances ne montraient pas les absences, et chaque interview soigneusement contrôlée effaçait ce qui se passait dans l'ombre. Et pourtant, les graines du conflit étaient déjà là. Plantées depuis longtemps. Nourries par les années d'incompréhension, de frustration et de non-dit. Il suffisait d'un seul geste pour que tout s'effondre. Ce geste, ce moment précis où la façade allait se briser, était sur le point d'arriver. Et personne, pas même Laura, n'était prête pour ce qui allait suivre. Le véritable séisme a frappé quelques jours seulement après les funérailles nationales de Johnny Hallyday. Alors que la France pleurait encore son idole, que les bougies brûlaient toujours devant l'église de la Madeleine et que les fans déposaient des fleurs sur les trottoirs de Paris, un document allait tout faire basculer. Un simple dossier, une trentaine de pages à peine. Son testament. C'est dans une pièce feutrée, entourée d'avocats, que Laura a entendu les mots qui allaient déchirer sa vie en deux. Le notaire a parlé d'une voix neutre, presque mécanique. Un testament rédigé selon la loi californienne. Une décision personnelle. Tout, absolument tout, légué à Laetitia Hallyday et à leurs deux filles, Jade et Joy. Patrimoine, propriété, droit d'auteur, objet personnel. Rien pour Laura. Rien pour David. Pas même une guitare, une lettre, un souvenir. Pas une trace d'eux dans les dernières volontés de leur père. Le silence qui a suivi a été plus violent que n'importe quel cri. Laura ne parvenait pas à respirer. Elle cherchait une explication, un signe, un mot doux oublié dans une annexe du document. Rien. La sensation était brutale, physique, comme si quelqu'un venait de refermer une porte sur toute une enfance. Elle s'est sentie effacée, rayée de l'histoire de son propre père. David, assis à ses côtés, est resté pétrifié. Il ne comprenait pas non plus.
Leur père avait toujours été un homme de gestes impulsifs, mais jamais cruel. Comment expliquer cet effacement total? Comment croire qu'il avait consciemment voulu les exclure? Les avocats, eux, restaient prudents. La loi américaine autorise ce que la France interdit. Laetitia, unique héritière. Les enfants aînés, laissés de côté. Lorsque l'information a fuité dans la presse, l'explosion a dépassé l'intimité familiale. Elle est devenue un spectacle public, disséqué, commenté, manipulé. Les chaînes d'infos s'emparaient de chaque détail. Les magazines People publiaient des photos prises au téléobjectif. Un regard triste de Laura, un pas pressé de David, un sourire figé de Laetitia. Les réseaux sociaux se sont transformés en champs de bataille. D'un côté, ceux qui défendaient Laura, criant à l'injustice, au manquement moral. De l'autre, ceux qui soutenaient Laetitia, parlant de volonté respectée, d'amour maternel, de famille recomposée protégée jusqu'au bout. C'est alors qu'un second choc a ébranlé Laura. Une lettre qu'elle avait écrite, en privé, à Laetitia, a été divulguée. Quelques paragraphes où elle exprimait sa douleur, sa confusion, son besoin d'explication. Un cri du cœur. Et voilà que cette lettre intime se retrouvait étalée dans la presse, analysée mot par mot, sortie de son contexte. Pour Laura, c'était une humiliation supplémentaire. Une trahison de plus. Elle se sentait dépouillée, exposée, presque vulnérable devant un pays entier. La fracture familiale, en coulisses, devenait irréparable. Les discussions polies se transformaient en affrontements silencieux. Les rencontres rares se faisaient dans une atmosphère de glace. Les regards ne se croisaient plus. Chacun avait désormais sa version de la vérité, son récit à défendre, son camp à protéger. Et plus le scandale grandissait, plus les positions se figeaient. Autour d'eux, les médias alimentaient le feu. Les émissions de divertissement débattaient de la morale du testament. Les chroniqueurs parlaient d'ingratitude, de manipulation, de stratégie juridique. Et pendant ce temps, Laura, elle, tentait seulement de tenir debout, alors que sa vie entière semblait se fissurer. La guerre venait de commencer. Une guerre d'avocats, de communiqués officiels, de petites phrases assassines glissées dans la presse. Une guerre où chaque geste pouvait être interprété comme une attaque, chaque silence comme une déclaration. Une guerre que personne, vraiment personne, n'était prêt à affronter. Et lorsque tout le monde a cru que cette affaire ne pouvait pas aller plus loin, un nouvel élément est apparu, prêt à faire éclater l'histoire à un niveau encore plus violent. La bataille qui suivit ne ressemblait plus à un simple désaccord familial. Elle devint un conflit tentaculaire, juridique, médiatique, émotionnel, où chaque mot pesait lourd et chaque geste pouvait être interprété comme une attaque. Laura, qui avait toujours préféré l'ombre à la lumière, se retrouvait propulsée au centre d'un ouragan national. Les avocats furent les premiers à entrer en scène. D'un côté, l'équipe de Laura et de David, déterminée à faire valoir le droit français, la réserve héréditaire, cette part minimale que tout enfant a légalement le droit de recevoir. De l'autre, les avocats aguerris de Laetitia, brandissant le testament californien, parfaitement légal en apparence. Deux mondes juridiques qui s'affrontaient, deux systèmes incompatibles, deux visions de la famille qui se heurtaient violemment dans des salles d'audience bondées. Les audiences se succédaient, longues, froides, épuisantes. Les dossiers s'empilaient sur les bureaux, des centaines de pages remplies de dates, de clauses, de preuves, de contre-preuves. Les journaux titraient « Guerre chez les Hallyday, Laura contre Laetitia, le choc des héritages, la France coupée en deux ». Les caméras attendaient devant les tribunaux comme si un film à suspense était en train de se tourner. Et pour Laura, c'était exactement cela, un cauchemar scénarisé dont elle n'arrivait plus à sortir. Très vite, la guerre juridique devint une guerre d'images. Les plateaux télé se transformèrent en ring. On y voyait des experts discuter de sa relation avec son père, supposant des intentions qu'elle n'avait jamais eues. Des chroniqueurs prétendaient savoir pourquoi Johnny aurait fait ce choix. Les réseaux sociaux amplifiaient chaque rumeur. Laura était tantôt la fille trahie, tantôt la manipulatrice qui attaquait une veuve endeuillée. Les insultes pleuvaient, les menaces aussi. Elle lisait parfois les commentaires. Elle aurait préféré ne jamais les voir. Puis vinrent les fuites. Des messages privés, des souvenirs de famille, des phrases sorties de leur contexte, comme des morceaux de vie arrachés et jetés en pâture au public. Une lettre manuscrite, écrite dans un moment de détresse, se retrouva sur la une d'un magazine. Certains journalistes affirmaient avoir des sources proches du dossier. Chaque semaine apportait son lot de révélations, certaines vraies, d'autres entièrement inventées. Laura ne contrôlait plus rien. C'était elle contre le monde. Peu à peu, le scandale commença à dévorer sa vie professionnelle. Les propositions de rôle, autrefois régulières,
diminuèrent jusqu'à presque disparaître. Certains producteurs craignaient d'être associés à une actrice au cœur d'un conflit explosif. D'autres redoutaient les réactions du public, déjà divisé. On la regardait différemment lors des événements, avec gêne, parfois avec pitié, souvent avec jugement. Elle, qui avait travaillé dur pour construire une carrière basée sur son talent plutôt que sur son nom, voyait tout s'effriter sans pouvoir y mettre fin. Et puis il y eut ce moment. Celui que personne n'a oublié. Laura sortait d'une audience particulièrement éprouvante lorsque, devant les caméras, un journaliste lui posa une question perfide, volontairement blessante. Sa réponse, hésitante, fragilisée par la fatigue, fit le tour des réseaux sociaux en quelques minutes. On en fit des mèmes, des commentaires moqueurs. Elle devint un symbole involontaire de faiblesse. Un visage déformé par la douleur transformé en spectacle public. Ce fut sa première vraie défaite. Pas celle prononcée par un juge. Une défaite intime, celle qui vous arrache une partie de vous-même. Cette humiliation publique, froide, implacable, la poursuivit des mois entiers. Et pourtant, malgré cette avalanche de coups, malgré l'épuisement, malgré les nuits sans sommeil et les journées à se défendre contre des attaques qu'elle n'avait jamais anticipées, Laura n'était pas au bout de son calvaire. Car lorsque tout le monde croyait que la guerre avait atteint son apogée, lorsque l'opinion semblait enfin se lasser de cette affaire, un événement inattendu allait frapper, plus violent encore que tout ce qu'elle avait vécu jusque-là. Lorsque la poussière médiatique semblait se déposer, une autre bataille, bien plus silencieuse et dévastatrice, commença pour Laura, celle qui se déroulait à l'intérieur d'elle-même. Car derrière les caméras, les audiences et les communiqués d'avocats, il y avait une femme qui se débattait dans une nuit qu'aucune lumière publique ne parvenait à dissiper. Les premiers signes de l'effondrement furent presque invisibles. Des nuits où elle ne dormait plus, secouée par les images des journaux, les commentaires haineux, les visages de ceux qui prétendaient savoir ce qu'elle ressentait. Ses pensées tournaient en boucle, sans répit. Elle expliquera plus tard que c'était comme vivre avec un moteur allumé en permanence dans la tête. Les insomnies devinrent son quotidien. Puis vinrent les crises d'angoisse, imprévisibles, brutales, la laissant essouffler au milieu de pièces silencieuses. Elle s'isola sans même s'en rendre compte. Les appels restaient sans réponse, les amis s'éloignaient, certains par maladresse, d'autres par peur d'être entraînés dans ce maelstrom médiatique. Sa vie se réduisait à quelques lieux. Son appartement, les bureaux des avocats, les trajets en voiture qu'elle faisait en fixant le vide. Les soirées qu'elle fréquentait autrefois disparurent de son agenda. Elle n'avait plus l'énergie de sourire, plus la force de jouer un rôle social. Sur le plan sentimental, les choses se compliquèrent aussi. Être la femme au cœur d'un scandale national n'aide jamais un couple à survivre. La pression constante, les regards, les jugements, la tension, tout cela finit par fissurer ce qu'elle tentait de préserver. Ceux qui l'aimaient sincèrement souffraient de la voir sombrer, mais ne savaient pas comment la rattraper. Certains finirent par partir, incapables de tenir face à ce chaos qui semblait n'avoir aucune fin. Sa carrière, autrefois prometteuse, s'effrita à vue d'œil. Les scénarios qu'elle recevait se firent plus rares, puis sporadiques. Les réalisateurs hésitaient, les producteurs se montraient prudents. On parlait en coulisses de risque médiatique, de polarisation du public. Un rôle important lui échappa au dernier moment, sans explication véritable. Elle comprit en voyant la distribution finale. On avait préféré une actrice moins problématique. Ce jour-là, elle s'est enfermée chez elle et n'a pas quitté son lit pendant 2 jours. C'était une chute lente, une descente inexorable vers un endroit où même la colère n'avait plus de place. La tristesse, elle, restait. Sourde, lourde, permanente. Mais ce qui la blessait le plus, ce n'était pas les attaques publiques. Ce n'était même pas la perte de son père. C'était ce sentiment de double trahison. Trahie par la famille qu'elle avait idolâtrée et trahie par un pays qu'il avait d'abord soutenu pour ensuite la juger, l'observer, la disséquer. Elle avait l'impression de marcher dans une maison en ruine, chaque pièce représentant un aspect de sa vie détruit par cette guerre. La chambre du sommeil, la cuisine de la confiance, le salon de la carrière. Tout était fissuré, instable, prêt à s'effondrer. Elle vivait dans un état de vigilance permanente, comme si le moindre bruit pouvait annoncer un nouveau coup. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, elle s'assit seule dans son salon plongé dans la pénombre. Dans le silence, elle réalisa qu'elle ne se reconnaissait plus. Elle n'était plus l'actrice prometteuse, ni la fille aimante de la légende du rock français. Elle était l'ombre d'elle-même, une silhouette épuisée par trop d'années de lutte. Et pourtant, au cœur de cette obscurité, quelque chose commença à vaciller. Une minuscule étincelle, d'abord presque imperceptible, puis un peu plus nette. Une idée, un besoin, une intuition qu'il était encore possible de se reconstruire, de redonner un sens à tout cela. Car malgré tout ce qu'elle avait perdu, malgré la tempête qui l'avait brisée,
Un tournant inattendu l'attendait encore. Un moment qui allait changer sa trajectoire, et la mener là où personne ne s'y attendait. Il y a des moments où une vie semble se briser pour de bon, puis, dans un éclat presque imperceptible, quelque chose se remet doucement à respirer. Pour Laura, ce moment n'a pas été une révélation spectaculaire, ni un geste héroïque. Il est arrivé en silence, comme un souffle fragile qui lui murmurait que tout n'était pas perdu. Le premier pas vers sa renaissance fut la décision la plus difficile, demander de l'aide. Après des années de nuits blanches, d'angoisse étouffante et de solitude, elle poussa enfin la porte d'un cabinet de thérapeute. Là, dans un espace dépouillé où aucun jugement ne pesait sur elle, elle commença à déposer ce qu'elle portait depuis trop longtemps. L'abandon, la colère, la honte, la fatigue. Elle comprit que se reconstruire ne signifiait pas nier la douleur, mais apprendre à la regarder en face sans s'y engloutir. Puis vint le deuxième choix, encore plus intime, la sobriété totale. Elle abandonna l'alcool, les excitants, tout ce qui servait jusque-là à anesthésier les émotions. Ce fut une lutte quotidienne, parfois brutale. Mais chaque jour gagné était une victoire silencieuse. Elle redécouvrait son corps, son esprit, ses sensations. Elle apprit même à respirer différemment, profondément, comme si l'air avait enfin la permission de circuler. La méditation entra alors dans sa vie, presque par hasard. Une amie lui parla d'un centre spirituel isolé, au bord d'une forêt. Laura y alla sans conviction. Mais dans ce silence pur, loin des tensions, elle trouva une paix qu'elle croyait inaccessible. Assise en tailleur, les yeux fermés, elle sentit pour la première fois depuis des années que son cœur cessait de battre contre un mur invisible. Elle réalisa que toute sa vie avait été vécue dans l'attente d'une validation extérieure. Celle de son père, du public, des médias, et que cette dépendance l'avait rendue vulnérable face à la tempête. Petit à petit, elle renaissait. Son regard changea, sa voix devint plus posée, son corps moins tendu. Elle réapprit à marcher dans la rue sans crainte d'être observée, à sourire sans se demander comment elle serait interprétée. Elle retrouva le plaisir simple de lire, d'écouter de la musique, d'être présente à elle-même. Elle comprit que pardonner ne signifiait pas excuser, mais se libérer. C'est dans cet état d'esprit nouveau qu'une idée commença à germer. Au début, elle la repoussa. Trop risquée, trop douloureuse, trop exposée. Mais elle revenait chaque soir, insistante, obsédante. Raconter son histoire. Avec ses mots à elle. Sans filtre. Sans peur. Elle envisagea un livre, puis un documentaire, puis un film. Un film qui ne serait pas une vengeance, mais un acte de vérité. Une manière de reprendre le contrôle de sa narration, de transformer la blessure en œuvre. Elle en parla à quelques proches de confiance, qui furent surpris mais admiratifs. Certains tentèrent de la dissuader, « Tu vas rouvrir la plaie ». Mais elle savait que la plaie n'avait jamais vraiment été refermée. Ce projet était peut-être la seule manière d'avancer. Alors, elle se mit à écrire. Des pages entières de souvenirs, de sensations, de dialogues murmurés. Elle consultait des archives, relisait de vieilles photos, reconstituait les fractures invisibles. Chaque ligne était une délivrance. Chaque scène, une manière de remettre de l'ordre dans le chaos. Et quand elle se sentit enfin prête, elle prit la décision que personne n'attendait, annoncer publiquement son projet. Ce serait un film. Un long métrage inspiré de sa vie, de sa relation avec son père, de la guerre familiale, de la vérité qu'elle n'avait jamais pu dire. Les réactions ne se firent pas attendre. Les médias s'enflammèrent. Les réseaux se divisèrent. Les juristes parlèrent déjà de la clause de confidentialité. Les proches de Laetitia, dit-on, furent stupéfaits. Certains prédisaient une nouvelle tempête. D'autres un scandale national. Mais Laura, elle, était calme. Une sérénité étrange, presque inquiétante. Elle savait que ce film n'était pas seulement un projet artistique, c'était une renaissance. Et ce qu'elle ignorait encore, c'est que cette décision, cet acte de courage, allait réveiller des forces du passé qu'elle croyait endormies, et ramener la guerre au devant de la scène, plus vive et plus violente que jamais. Lorsque l'annonce du film de Laura devint publique, l'atmosphère déjà fragile autour du nom Hallyday se transforma en véritable champ électrique. Chaque journal, chaque plateau TV, chaque réseau social s'empara de la nouvelle comme d'une pièce supplémentaire d'un puzzle que la France tentait de recomposer depuis des années. Certains applaudissaient son courage. D'autres criaient à la provocation. Mais personne ne restait indifférent. Laetitia, selon ceux qui la côtoyaient, tomba des nues. L'idée qu'un film, un récit personnel, intime, potentiellement explosif, puisse remettre en lumière la guerre de l'héritage, la douleur des enfants et les zones d'ombre des dernières années de Johnny était une menace qu'elle n'avait jamais anticipée. Les avocats furent immédiatement consultés. Pouvait-elle invoquer la clause de confidentialité ? Les échanges devinrent fiévreux, urgents,
presque paniquée. Pendant ce temps, Laura restait étonnamment silencieuse. Un silence qui contrastait avec l'agitation générale. Elle ne donnait aucune interview. Aucun commentaire. Aucun démenti. Elle avançait comme quelqu'un qui sait exactement où il va, même si le monde entier doute de la route qu'il emprunte. Ceux qui l'entouraient remarquaient son calme, cette forme de force nouvelle qui semblait grandir chaque jour. La fracture familiale, déjà profonde, devint abyssale. Jade et Joy exprimèrent publiquement leur incompréhension, voire leur colère. Elle y voyait une trahison supplémentaire, une manière de salir la mémoire de leur père. Laura, elle, ne répondit pas. Non par mépris, mais parce qu'elle savait que le fossé entre elles était né bien avant ce film, dans des années d'incompréhension et de versions opposées de la même histoire. La France, une fois encore, se divisa. Il y avait ceux qui disaient « elle veut se venger » et ceux qui murmuraient « elle veut simplement guérir ». Dans les cafés, les salons, les dîners, chacun avait son avis. Parce que derrière cette histoire de célébrité, c'était une vérité universelle qui frappait. Les familles se déchirent, parfois irrémédiablement, et les blessures invisibles sont souvent les plus profondes. Un soir, lors d'une apparition discrète à un événement culturel, Laura fut interrogée par une journaliste qui, plus respectueuse que les autres, lui posa une question simple. « Pourquoi maintenant ?» Laura la regarda un moment, puis répondit avec une sincérité désarmante. « Parce que je ne veux plus que les autres racontent ma vie à ma place. » Cette phrase fit le tour des médias. Elle devint le symbole d'une femme qui, après avoir été effacée, humiliée, ridiculisée, reprenait enfin possession de sa voix. Une voix calme, mais inébranlable. À mesure que le projet avançait, quelque chose changea en elle. Ce film n'était plus seulement un exutoire, mais une manière de transformer la douleur en œuvre, la blessure en vérité. Elle ne cherchait plus à convaincre ni à justifier. Elle cherchait à témoigner. À laisser une trace sincère, lucide, humaine. Et c'est là que réside la force de cette histoire. Non dans la guerre juridique, non dans les scandales médiatiques, mais dans cette idée poignante qu'une vie, même fracassée, peut se reconstruire à partir de ses propres ruines. Laura n'est plus la jeune femme perdue des premières années du conflit. Elle est devenue une femme qui sait d'où elle vient, ce qu'elle vaut, et ce qu'elle refuse désormais de porter. Le film n'est pas encore sorti, mais son existence même a déjà changé la dynamique familiale, a déjà réveillé des tensions anciennes, a déjà rouvert des plaies que beaucoup espéraient refermer. Les prochains mois seront décisifs. Les réactions seront vives, peut-être violentes. Les positions se durciront. Les vérités s'affronteront. Mais une chose est sûre, quoi qu'il arrive, Laura avance. Et dans cette marche lente et déterminée, elle nous rappelle qu'aucune histoire, même la plus douloureuse, ne doit rester prisonnière du silence.